Comment te le dire sans te faire peur, sans t'alarmer, sans te faire paniquer, alors que c'est ce que nous sommes en train de vivre réellement? Un tsunami sur le plan économique. Une crise économique qui s'annonce sans son pareil. La récession, l'inflation, les pertes d'emploi, les pertes d'économie. Ton épargne va disparaître. On a comme ça des millions de personnes qui vont perdre leur épargne. Ce qui est en train de s'annoncer sur le plan mondial, c'est une catastrophe que sur le plan économique qui n'a pas son pareil. Donald Trump vient de déclencher un tsunami économique en annonçant les tarifs douaniers, en jouant la carte du protectionnisme, en disant ici qu'il vient imposer, c'est-à-dire imposer les taxes tarifaires à tous les pays. Tout le monde, c'est-à-dire qu'on aura 10%, et après il va au cas par cas. Il met à l'Europe 20%, il met à la Chine 34%, il taxe le Japon, il a taxé comme ça plusieurs pays. Attends, l'Afrique du Sud, 30%. En rappelant que l'Afrique du Sud, c'est un pays qui est en train de créer des ségrégations et tout. Donc, il donne comme ça au cas par cas, c'est-à-dire qu'il donne des bonus et des malus à des pays qui ne partagent pas son idéologie. Et pourquoi est-ce que je te demande de faire attention? Parce que ton épargne risque de disparaître. Que tes économies, ton épargne que tu as mis en banque, ça va fondre comme neige au soleil. Si tu ne commences pas à appliquer des stratégies dès maintenant pour voir comment tu pourras sauvegarder cette épargne-là. Parce qu'avec l'inflation, ton argent qui est en banque, ce qui est sûr et clair, ça va perdre la valeur. Avec l'augmentation de prix, qu'est-ce que tu vas faire là maintenant? Parce que c'est ça qui est en train de citer les gens. Les gens iront consommer. Aux États-Unis, maintenant, c'est la panique. Les gens, pour pouvoir, c'est-à-dire que faire de l'économie, vont dépenser, vont s'appauvrir. Tu m'entends à chaque fois ici qu'on met la population dans un état d'appauvrissement. Parce qu'avec la levée des taxes là maintenant, la population, voulant faire des économies, vont aller acheter les produits qu'on va taxer. Donc tu vas aller faire des emplettes, vont acheter en masse les télés, les télévisions, les portables, les papiers toilettes, la banane, tous ces denrées-là pour stocker en fait. Alors qu'en temps normal, tu n'avais pas besoin de ça. Et c'est comme ça que tu vas faire pour t'appauvrir. Et c'est encore te dire que les mêmes qui deviendront riches. Comment donc tu peux faire? C'est l'idéologie que je partage ici avec toi. Depuis la création de la chaîne. C'est vrai, c'est technique. C'est vrai, on aimerait plutôt entendre comment gagner les millions, comment gagner les milliards. Mais on gagne les millions et les milliards parce qu'on est stratège. Parce qu'on applique la stratégie sur son business. Parce qu'on est géostratège. Parce qu'avant d'aller faire un business sur ton territoire, il faudra te rassurer que un autre business ne viendra pas te faire du dumping. Donc tu dois déjà protéger ton territoire. C'est là où on parle du protectionnisme. Il faut dire que de la géopolitique aussi, parce que c'est les dirigeants politiques qui régulent les lois. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois que tant que nos dirigeants politiques ne sont pas là pour impulser les lois, même des fois protectionnistes, et ça demande du courage, pour pouvoir protéger les acteurs économiques, les opérateurs économiques, ben, on court dans le sac. Il faut comprendre ici qu'il y a des accords de l'OMS, c'est l'OMS qui régule le commerce mondial. Et pourquoi est-ce que l'OMS a été créé? À qui ça profite? Est-ce que ça profite à toutes les nations? Est-ce que nous sommes tous égaux aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en termes de business, sur le plan mondial? C'est des questions qu'on se doit de se poser. C'est pour ça que tu vois ici, je valorise et je vulgarise les produits du terroir. Je te dis ici qu'on se doit d'aller investir ou entreprendre sur des valeurs réelles, l'économie réelle, sur des secteurs stratégiques à haute valeur ajoutée, bénéficiant à notre économie réelle. Qu'est-ce qui fait en sorte que Donald Trump aujourd'hui dise que l'économie américaine n'est pas en train de bénéficier, c'est-à-dire que justement de la manne qui devait leur revenir de droit? Est-ce que Donald Trump a raison quand il le fait, quand il le dit? Est-ce que tout le monde devait faire pareil? Tu vois que si tout le monde fait là aujourd'hui pareil, c'est la catastrophe et c'est ça qui est en train de se réaliser. La bourse américaine déjà hier a perdu 3 milliards de dollars. 3 000 milliards de dollars. 3 000 milliards de dollars. C'est le PIB déjà de la France pour une année.
la bourse, à elle seule américaine. Et c'est tous ces géants du GAFAM. Donc quand je dis bourse, tu as le Nasdaq, c'est-à-dire que c'est le S&P, c'est-à-dire que 500, dont les 500 grandes capitalisations américaines, 3 000 milliards de dollars. Donc ça veut dire que c'est la panique, c'est la débandade. Les investisseurs paniquent. Et quand on parle de 3 000 milliards, c'est l'épargne des Américains. Je ne sais pas si tu... 3 000 milliards, attention, c'est l'épargne des contribuables américains. C'est les Américains, eux, ils préparent leur retraite en épargnant en bourse, en épargnant dans les fonds de pension, en épargnant dans les fonds d'investissement. C'est pour ça que tu m'entends te dire à chaque fois que c'est les fonds de pension et les fonds d'investissement qui ont détruit le travail, qui ont détruit l'économie réelle. Au nom du profit. C'est la finance qui a détruit l'économie réelle au nom du profit. Donc imagine là maintenant la gueule de bois que les Américains, les contribuables américains sont en train d'avoir là maintenant. 3 000 milliards, c'est l'épargne retraite des Américains. Donc toi qui étais là en train de dire, je vais aller investir en bourse, aller investir dans les GAFAM, Google, Facebook, Amazon, Tesla, Microsoft, tous ces GAFAM-là, Apple, ils sont en train de faire des pertes colossales. Donc si toi, tu étais allé investir en bourse en disant que tu vas aller investir en bourse en bon père de famille, parce que c'est des valeurs sûres, que sur 30 ans, sur 40 ans, sur 50 ans, tu vas te faire de la thune, mais c'est peine perdue. C'est la catastrophe. Et si ça dure comme ça 1 mois, si ça dure 6 mois, si ça dure 1 an, ça va être la catastrophe totale. On va avoir les mêmes effets qu'on a eu en 1929. C'est pour ça que je te rappelle toute l'histoire. 1929, le crash de 1929, c'était pareil. L'Amérique a voulu jouer, c'est-à-dire que du protectionnisme. L'Amérique s'est rendue compte que son économie n'était pas... son économie ne bénéficiait pas, tu vois, des efforts qu'ils étaient en train de faire. L'Amérique a bloqué ses frontières en augmentant les tarifs douaniers, en se disant qu'ils vont déjà d'abord donner la force à l'économie interne. Donc, ils ont ciblé comme ça les grandes industries, les grands fleurons nationaux, dont les grandes entreprises nationales. Ils ont permis à ce que ces grandes entreprises nationales puissent avoir de la force. Donc, en augmentant les tarifs douaniers, en empêchant que d'autres pays viennent faire du dumping, ils ont donné la force, ils se sont dit, ils attendent, ils donnent le temps à ce que ces entreprises aient la force pour pouvoir compétir à l'extérieur avec les autres. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois que nous, on ne peut pas compétir avec les autres. On ne peut pas, on ne peut pas, on ne parle pas à armes égales. On n'est pas, c'est-à-dire que voilà, déjà, on n'a pas les infrastructures, nous ne sommes pas accompagnés sur le plan des banques, nous n'avons pas les banques commerciales, nous n'avons pas les banques d'affaires qui nous appartiennent. Nos États, c'est-à-dire que sont défaillants, n'ont pas les moyens de nous accompagner sur le plan de la recherche, sur le plan de la technologie, sur le plan des infrastructures. On n'a pas l'autonomie énergétique. Tu vois, on ne peut pas compétir avec les autres. Donc nos États, les États d'Afrique devraient s'entendre et faire du protectionnisme. Mais est-ce que ces États-là peuvent? Avec la loi de l'OMS aujourd'hui, on ne peut pas, parce que quand tu vas fermer tes frontières et que tu vas par exemple dire, je vais te dire que protéger mes frontières, empêcher par exemple que le poulet congelé entre, afin de favoriser que l'élevage local. L'OMS viendra faire quoi? L'OMS, c'est le gendarme. Il viendra t'imposer les taxes, te mettre des sanctions, à demander que tu ouvres les portes. Et lorsque tu ouvres donc tes frontières, qu'est-ce que l'économie mondiale fait? On vient faire du dumping avec le poulet congelé. Parce qu'eux, ici, ils produisent en masse les centaines. Une personne peut produire 100 000 poulets, 200 000 poulets. C'est des millions de poulets congelés ou des milliards de poulets congelés qui vont venir envahir ton économie. Et c'est comme ça qu'on tue ton économie locale. Parce que quand on vient faire du dumping, comme on fait le dumping, qu'est-ce que ça va faire? Ça va tuer la production locale. Vu qu'eux, ils vont apporter des poulets subventionnés déjà, c'est-à-dire que par eux, nos États vont subventionner, eux, ils auront, c'est-à-dire que la taxe, des réductions de taxes. Le consommateur local, il va acheter un poulet très moins cher, alors très très moins cher. Alors qu'un poulet, c'est-à-dire que produit localement, va coûter cher. Tu penses que le consommateur va aller où? Le consommateur lui aussi, n'ayant pas l'esprit patriotique, va aller vers le moins cher.
le consommateur, comme son pouvoir d'achat ne suit pas, comme il n'y a pas d'emploi, c'est la crise, c'est la pauvreté, c'est la récession. On a entre-temps fait des dévaluations, c'est-à-dire que de la monnaie au niveau de l'Afrique. Le pouvoir d'achat ne suit pas, ben, il va aller vers le moins cher. Le consommateur va aller vers le moins cher. Et c'est comme ça que ça tue la production locale. Et les producteurs, par exemple de la volaille, voyant c'est-à-dire que le coût de production est très élevé, et avec un prix d'achat des poulets congelés, venus de l'extérieur, moins cher, ben, ils sont découragés et ne produisent pas. Ce chemin-là décline ça sur toutes nos cultures. Je peux te prendre l'exemple aussi avec le riz. Pourquoi est-ce qu'on dit, mais pourquoi on ne peut pas produire le riz massivement pour pouvoir contrecarrer l'importation de riz ou l'importation de blé? C'est la même stratégie. Si un dirigeant politique en Afrique décide de bloquer l'importation de riz, qu'est-ce que ça va se passer? C'est l'Inde qui va se lever. L'Inde va dire, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous faites du protectionnisme. C'est l'Amérique qui va se lever. Vous faites du protectionnisme. C'est les pays qui produisent. C'est le Vietnam. Les pays qui produisent du riz vont aller se plaindre auprès de l'OMS. L'OMS va faire quoi? Va venir, par exemple, dire à un pays comme le Cameroun, ah non, tu n'as pas le droit de bloquer tes frontières. C'est le libre-échange, ouvre tes frontières, et c'est comme ça qu'ils viendront inonder donc l'Inde, l'Asie viendra inonder, c'est-à-dire que le Cameroun, avec le riz à bas coût et même pas de bonne qualité, au détriment des producteurs de riz locaux. Ben, les producteurs de riz locaux, produisant avec un certain coût, puisque eux, ils ne sont pas subventionnés, ils ne sont pas accompagnés, ben, ils vont faire quoi? Ils vont se décourager, ne vont plus produire, et comme le riz est très moins cher, ça va même décourager, c'est-à-dire que la production de d'autres variétés, comme le manioc, le macabo, le taro, la banane plantain, l'igname, je veux dire la banane douce, le sorgho, le mil. Et c'est comme ça qu'on nous, je veux dire, on nous tue tranquillement. Et on se retrouve en train de manger une céréale comme le riz, ou on se trouve en train de manger le blé. Voilà le mécanisme. Ça s'appelle du dumping, et c'est comme ça qu'on vient tuer l'économie locale. Et ça, il faut comprendre qu'il n'y a pas de nouveau sur le soleil. C'est des situations qui perdurent comme ça depuis le XVIIIe siècle. Hein. Quand je te parle de rapport de force, le rapport de force économique, c'est pareil que le rapport de force militaire. Hein. Le rapport de force économique est aussi ou autant violent que le rapport de force militaire. Et depuis les années 1800, c'est comme ça. L'Amérique n'a pas toujours été première puissance. Avant, c'était l'Angleterre. Dans les années 1800. En 1830, l'Angleterre, c'était la première puissance économique, industrielle. Elle commerçait, elle allait partout. La Chine aujourd'hui, pourquoi la Chine se réveille? La Chine se réveille aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que la Chine aussi a été malmenée. La Chine a été dominée par les Anglais. Et comment? Tu as entendu parler de la guerre de l'opium? Les Anglais, t'as dit en 1830, étaient développés sur le plan industriel. Hein. Eux, ils avaient même sur le plan, c'est-à-dire que naval. Ils fabriquaient des bateaux, ils pouvaient se déplacer, ils pouvaient voyager. Ils allaient commercer avec la Chine. La Chine, en 1839, avait une population de plus de 430 millions. En 1800, ils étaient plus de 430 millions. Ils savaient déjà, c'est-à-dire qu'ils étaient forts sur les tissus, tout ce qui est tissu, tout ce qui est céramique, dont les Anglais allaient acheter au niveau de la Chine. Mais la Chine était fermée. La Chine n'avait pas ouvert ses frontières, son commerce à l'extérieur. Donc c'est les Anglais qui allaient acheter. Et la Chine demandait d'acheter par les pièces de monnaie. Dans cette transaction-là, les Anglais se sont rendus compte qu'ils étaient en train de perdre les pièces de monnaie. Ils n'étaient plus souverains sur le plan des pièces de monnaie. Pièces de monnaie, rappelle-toi, encore les Chinois viennent prendre nos pièces de monnaie en Afrique. Les Chinois viennent prendre nos pièces de monnaie. Un pays comme le Cameroun a un déficit de pièces de monnaie. Parce que les Chinois viennent rafler toutes nos pièces de monnaie. Voilà comment ils déstabilisent, c'est-à-dire économiquement les pays, avec la monnaie. Les Anglais se sont dit, mais ce n'est pas possible. Il faut que la Chine ouvre ses frontières. Mais les Anglais ne savaient pas quoi vendre à la Chine. En 1839, ils ne savaient pas quoi vendre à la Chine. Mais ils se sont rendus compte que la Chine, la population chinoise, appréciait, c'est-à-dire que l'opium, attention, l'opium ici c'est une drogue. La population chinoise du Sud a pu apprécier l'opium.
Ils se sont dit, ben voilà une opportunité. Ils vont vendre l'opium à la population, c'est-à-dire que chinoise. En même temps, cet opium qui est une drogue, ça va, c'est-à-dire que les abrutis, et ils pourront être les exploiter. Voilà comment l'Angleterre, avec sa colonie, parce que sa colonie indienne a produit de l'opium, a servi, c'est-à-dire qu'aux Chinois. Les Chinois sont retrouvés là à consommer de l'opium et à se retrouver accro à l'opium. L'empereur qui était là à l'époque s'est rendu compte que la population, c'est-à-dire que du Sud, consommait de l'opium, devenait même dépendant de l'opium, mais à un moment, a fermé les yeux parce qu'il faut comprendre aussi que la population, c'est-à-dire que du Sud de la Chine, c'était une population qui se rebellait aussi, c'est-à-dire que par rapport à l'autorité de l'empereur, c'est-à-dire que de l'époque, l'empereur a fermé les yeux. Mais à un moment, a aussi constaté que l'affaire s'aggravait, c'est-à-dire que ça causait des dégâts, c'est-à-dire que énormes sur le plan, c'est-à-dire que de la santé, sur le plan même économique même de la Chine, parce que les Chinois étaient devenus tellement accros à l'opium. C'est comme ça que les Anglais se sont enrichis avec la vente de l'opium. Et à l'heure où je te parle, les familles qui se sont enrichies grâce à la vente de l'opium détiennent encore l'économie aujourd'hui. Ils sont dans la finance. Et c'est les institutions bancaires. Une banque comme HSBC. HSBC, c'est cette famille-là qui vendait de l'opium. Ils sont enrichis grâce à l'opium. Aujourd'hui, ils détiennent la finance. Vous devez comprendre comment l'économie fonctionne. L'économie, ce n'est pas un monde de bisounours. Ce ne sont pas les enfants de cœur qui sont dedans. Donc l'empereur a fait quoi? L'empereur s'est levé et a dit non. Et à un moment, il faut prendre les mesures. Ils sont allés détruire tous les dépôts. Là où les Anglais déposaient, c'est-à-dire que cet opium, on détruit, c'est-à-dire que tout cet opium-là. Qu'est-ce que ça a créé? Les Anglais ont profité de cela pour créer une guerre commerciale à la Chine. Ils sont venus avec les canons détruire la Chine au nom du libre-échange. Au nom du libre-échange. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois que une crise et une guerre économique peut débouler avec une guerre physique. Attention, au nom du libre-échange. On massacrait avec les Anglais. Les Français aussi sont venus avec ça, se lier avec à ce jeu-là. À venir massacrer la Chine, détruire que le patrimoine culturel chinois, détruire les temples construits qu'il y a des millénaires, détruire au nom de libre-échange, au nom de l'économie. Et il n'y a pas de nouveau sur le soleil. Et c'est en 1839 que Winston Churchill et Franklin Roosevelt vont donc signer le pacte de ce libéralisme. Donc c'est l'Angleterre et les États-Unis qui signent avec le pacte du libéralisme. Mais dans ce méli-mélo, c'est-à-dire que de guerre commerciale, de suprématie sur le plan économique, il faut comprendre que ça s'est fait aussi, c'est-à-dire que par le fait que d'autres pays aient copié, c'est-à-dire que la technologie. On parle ici, c'est-à-dire que tu entends parler de la propriété intellectuelle. Donc, dans les années 1800, c'est l'Allemagne, c'est l'Angleterre qui est puissante dans le monde et même en Europe. Dans les années 1900, c'est l'Allemagne qui vient prendre la puissance européenne. En faisant quoi? En copiant, c'est-à-dire les Anglais, en copiant la propriété intellectuelle anglaise. Comme ils étaient forts, c'est-à-dire que sur le plan de la manufacturation, sur le plan industriel, sur le plan de... Les Allemands sont allés faire l'espionnage. Il faut comprendre que c'est comme ça que le monde fonctionne. Ils sont allés faire l'espionnage industriel, l'espionnage sur le plan du business. Les Anglais ont même espionné aussi la Chine dans les années 1800. Là. Parce que dans les années 1800, comme c'était fermé, les étrangers n'avaient pas le droit de pénétrer l'arrière-pays. Et la Chine, c'était la première puissance, c'est-à-dire que sur les premiers producteurs de thé, le meilleur thé au monde, c'est les Chinois. Mais il y a un espion, c'est-à-dire envoyé par la famille royale anglaise qui est allé espionner, qui s'est infiltré par le biais aussi, bien sûr, il faut toujours l'aide de la population. Ils ont monnayé, ils ont soudoyé avec la population. Cet espion est allé dans les plantations, dans les arrière-pays
la plantation, c'est-à-dire que les fermes de thé, il est allé prendre les boutures de thé, on lui a expliqué comment on plante, comment on fait des infusions, comment ça. Il a pris cette technologie-là et ils sont allés implémenter les plantations de thé en Inde. C'est pour ça que tu entends que la famille royale a des plantations de thé. Les plantations de thé en Inde, ça c'est de l'espionnage. Et ça c'est de la guerre commerciale. C'est ça. On n'est pas dans un monde de bisounours. Et l'Allemagne aussi a fait pareil. A infiltré, c'est-à-dire quoi? L'économie anglaise, l'industrie anglaise a copié. Dans les années 1900, l'Allemagne a tout copié. L'Allemagne, c'est-à-dire que dans les années 1900, l'Allemagne, c'est-à-dire que était ce que la Chine est aujourd'hui. L'Allemagne, c'est-à-dire que c'était le made in Allemagne partout, même ici, partout en Europe. Ce qu'on constate aujourd'hui avec la Chine, c'est ce qu'on constatait dans les années 1900 avec l'Allemagne. Le made in Germany, made in Germany, made in Germany. Et l'Allemagne, ayant copié que tout ce qui est industriel, a surclassé, c'est-à-dire que comment est-ce qu'elle a fait pour surclasser la Chine, l'Angleterre? Elle a surclassé l'Angleterre parce qu'elle a innové maintenant sur le plan aussi de l'électrotechnique. Électrotechnique et électromécanique. L'Allemagne, c'est-à-dire que s'est retrouvée en train de développer l'industrie de l'électrotechnique et l'industrie de l'électromécanique. Et c'est comme ça qu'elle a surclassé l'Angleterre. Parce que les Anglais sont restés sur leur acquis. Donc il n'y a pas de nouveau sur le soleil. Donc dans les années 1900, toujours 45, où tu vois après la Seconde Guerre mondiale, où on signe dans les traités de Bretton Woods, où il faut libéraliser l'économie, ben, tu vois que tout ce que je viens de te citer là, les Anglais, l'Europe, les États-Unis ont développé leur industrie. Donc dans ce développement de l'industrie, il a fallu commencer à créer maintenant les règles. Règles de libre-échange entre les biens et les hommes, et même liberté de diffuser je veux dire, la propriété intellectuelle. Donc dans ces trucs-là aussi, il fallait normer. Ils ont mis des normes, normes environnementales, normes écologiques, normes sur le plan, la qualité des eaux, sur le bien-être des animaux, le bien-être des personnes. Donc en mettant dans les normes, ça a durci donc l'innovation. Il fallait maintenant aller produire ailleurs. Ailleurs où on pourra tout faire du profit en payant la main-d'œuvre moins chère, en détruisant l'environnement, puisque quand on va produire, on va polluer ailleurs, ben, on n'a pas de scrupules, ce n'est pas chez toi. Donc c'est comme ça qu'il bascule vers la Chine. Mais la Chine aussi, elle fait quoi? Elle impose aussi ses règles. Elle dit, avant de venir produire, oui, j'accepte de venir, vous produisez chez moi, mais si vous voulez produire chez moi, vous devez, c'est-à-dire que vous devez rendre libre d'accès la formulation. Donc la propriété intellectuelle ne doit pas être préservée. Donc en Chine, toutes ces industries qui vont s'implanter, que ce soit les Tesla, que ce soit Amazon, que ce soit Facebook, que ce soit Apple, toutes ces industries d'automobile, même du luxe, de la cosmétique. La cosmétique, tous les produits que vous voulez produire, et sur la tautologie en Chine, vous devez divulguer la formulation. Et en divulguant la formulation, c'est comme ça que la Chine prend, elle copie. Et elle copie gratuitement. Or que la propriété intellectuelle, c'est une richesse, c'est une valeur énorme. Donc tu vois que la Chine, elle a bénéficié de ça pour pouvoir copier comme ça pendant plus de 30 ou 40 ans. Là où la Chine surprend maintenant, c'est que la Chine est maintenant en mode innovation. Parce qu'avant, c'est l'Amérique qui innovait. L'Amérique innovait et allait produire partout. Mais l'Amérique innove, la Chine copie et l'Europe régule. Donc la guerre maintenant, elle est plutôt sur le plan maintenant commercial. Donald Trump, lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Donald Trump veut faire revenir les industries. Parce qu'avec ce système-là, c'est la finance qui a compris. Tu as vu que je t'ai dit que depuis les années 1800, c'est l'industrie qui tournait. Maintenant, l'industrie ne pèse plus pour rien. Aujourd'hui, c'est la finance qui contrôle tout. Au travers des grandes banques,
que tu entends Goldman Sachs, tu entendais avant les Lehman Brothers, tu entends les JP Morgan, tu entends tous ces grandes banques, les HSBC, toutes ces grandes banques. Et tu vois aussi des fonds de pension, fonds d'investissement. Ils ont comme ça détruit le travail. Le travail ne compte plus pour rien parce qu'au nom du profit, c'est ça qui a créé la crise de 2008. C'est ça qui a créé, tu vois, les bulles. En 2020, la bulle sur le plan Internet. Parce que eux, ces GAFAM-là, qu'est-ce qu'ils font? Comme ils sont là pour faire du profit, tu vois, des grandes sociétés américaines, comme Apple, Amazon, Facebook, YouTube, Google, Microsoft, eux, ils font quoi? Ils vont mettre leur maison, ils vont mettre la maison, ils vont créer des entreprises aux États-Unis. Donc ça veut dire sur le plan de la recherche et développement, c'est aux États-Unis. Mais ils vont aller mettre les industries en Chine pour payer la main-d'œuvre moins chère. Parce qu'un téléphone Apple, par exemple, produit en Chine, ça va peut-être coûter 100 euros. 100 euros. Mais pour payer, c'est-à-dire que les taxes, pour déjouer la fiscalité, ils vont mettre la maison, c'est-à-dire que en Irlande, là où la fiscalité est moins chère. Bon, c'est l'Irlande, hein. Ça peut être d'autres pays, partout où la fiscalité est moins chère. Ils ont choisi l'Irlande parce que l'Irlande propose une fiscalité moins chère. Les États-Unis vont peut-être taxer à 35%, mais l'Irlande va taxer par exemple à 10%. En tout bon stratège, en toute personne qui veut faire du profit, tu vas les mettre à 10%. L'Irlande peut même taxer à 5%. Entre 35% et 5%, tu vas mettre à 5%. Donc, eux, ils vont acheter le téléphone, donc fabriqué en Chine, vendu tel que la maison, mais à 100 euros. Ils pouvaient te dire qu'acheter à 100 euros et vendre peut-être à 800 euros. Vendre à 800, ils vont acheter à 100 euros et vendre aux États-Unis à 1000 euros. Est-ce que tu vois la marge? Vendre à 1000 euros. Il se faut un pourcentage de combien? Donc, quand il prend là-bas à 100 euros, la maison mère qui est en Irlande achète à 100 euros. Et c'est la maison mère qui est en Irlande qui va vendre aux États-Unis. Tout ça, c'est pour déjouer les impôts, pour déjouer les taxes, hein, pour contourner les tarifs douaniers. Comprends très bien. Et c'est là où Donald Trump, lui, il met l'accent. Donald Trump, contrairement à ce que tout le monde pense, Donald Trump, lui, il veut venir taxer les GAFAM. Parce que les GAFAM, avec ce système-là, déjouent, c'est-à-dire que le fisc. Avec les systèmes, comme vous entendez, des fois, ils vous disent qu'ils ont créé des holdings. C'est le système de holding. Donc, tu vois qu'au lieu de payer 35% là-bas, eux, ils déjouent, ils viennent payer 5%. Et ils taxent dans ce téléphone-là. C'est le contribuable américain qui va aller acheter, par exemple, un iPhone à 1000 euros, à 2000 euros, à 3000 euros, à 5000 euros. Et les GAFAM s'enrichissent, c'est comme ça qu'ils s'enrichissent. C'est le même mécanisme, que ce soit Google, que ce soit Tesla, tous c'est comme ça qu'ils s'enrichissent. Sur le dos du contribuable. C'est là où Donald Trump veut vraiment taper. Donc Donald Trump est nostalgique de l'époque où les usines de métallurgie, de sidérurgie tournaient à donf. Donald Trump est nostalgique à l'époque où les plantations de coton tournaient à donf, où les champs de bananes. Donald Trump veut ramener les plantations de bananes aux États-Unis. Il veut ramener les champs de coton, il veut ramener que les agriculteurs aient la force. Mais on peut se poser la question, est-ce que Donald Trump fonctionne encore avec ce monde? C'est lui qui a des amis comme Elon Musk. Elon Musk, lui, aujourd'hui, qui veut aller investir 500 milliards sur l'IA, sur l'intelligence artificielle. Elon Musk a dit que le monde n'aura que besoin de 3% de personnes intelligentes. 3%. Et que le reste, mon ami, vous pouvez rester à la maison, que c'est les robots qui vont travailler. Pendant que Donald Trump dit qu'il veut donner le plein emploi à la middle class, aux pauvres, à l'Amérique profonde, Elon Musk, lui, il dit que c'est les robots qui vont travailler et que les autres ne pourront rien faire. Que ne travaillez pas.
Les robots vont travailler pour vous. Je ne sais pas si tu vois un peu dans quel monde nous vivons. Est-ce que Donald Trump est avec nous? Les conseils, ceux qui conseillent Donald Trump, est-ce qu'ils sont vraiment que dans la réalité? Parce que les GAFAM sont dans le monde du numérique, eux ils sont dans un autre monde qui viennent en conséquence détruire de plus en plus d'emplois. Donc tu vois le gouvernement de Donald Trump avec ses conseillers sont justement en train de s'attaquer à ces 1% qui détiennent la fortune mondiale. Ils veulent justement redonner la force au bas peuple. Parce qu'il ne faut pas oublier, à l'heure où on te parle, il y a plus de 40 millions de pauvres aux États-Unis. Donc, comment est-ce qu'il faut faire? Dans ces millions, est-ce que tu peux aller mettre ton argent en bourse? Est-ce que tu peux... Non, ton argent n'est pas en sécurité. Parce qu'en bourse, aujourd'hui, c'est la catastrophe. C'est pour ça que je milite ici pour qu'on ait entrepris sur les richesses réelles. C'est pour ça que je dis ici qu'aller produire les produits du terroir, c'est capital. Le manioc, la banane plantain, le sorgho, le mil, le taro, le macabo. C'est pour ça que moi, je suis allé produire l'huile de palme. L'huile de palme. Est-ce que tu sais les batailles, parce que vous n'êtes pas au courant, vous consommez, mais vous ne savez pas les batailles que nous vivons. Une huile comme l'huile de palme, est-ce que tu sais que l'huile de palme a été combattue? J'ai fait une vidéo là-dessus. Tu as des lobbying qui sont là. L'Union européenne ici, par le biais des lobbying, les producteurs d'huile de colza, de tournesol, de soja, de toutes ces huiles oléagineuses de maïs, ont bloqué, c'est-à-dire que l'huile de palme, il y a plus de 12 ans. Parce que l'huile de palme que tu vois là, venez prendre les parts de marché. Parce que les industriels occidentaux ne jugent que par l'huile de palme. L'huile de palme est dans la cosmétique, l'huile de palme est dans l'agroalimentaire, l'huile de palme est dans les biocarburants. Ils ont commencé à... Ils ont demandé qu'on mette des taxes lourdes, que pour une tonne qui entre, on met 10 000 € de taxation. Toi-même comprends un peu. Qu'un producteur d'huile de palme en Afrique, que ce soit en Asie, en Indonésie, pour qui, s'il veut faire rentrer une tonne d'huile de palme en Europe, on lui taxe 10 000 €. De toi à moi. On appelle ça quoi? C'est du protectionnisme. Mais il a fallu qu'on combatte. Il a fallu passer au tribunal. Le tribunal qu'on a gagné. Vous avez vu des propagandes mensongères. On a dit non, l'huile de palme est dangereuse pour la santé. Non, qu'on tue les orang-outans en Asie. Parce que dans ce jeu-là, il y a de la désinformation aussi. Pour salir. Mais on n'est pas dans un monde de bisounours, les gars. Tout ça pour décourager les consommateurs, c'est-à-dire européens. Heureusement, ce procès, nous l'avons gagné. Parce que nous avons demandé que nous, en Afrique, c'est des cultures qu'on produit depuis la nuit des temps. On ne détruit pas nos forêts. Nous, on cultive sur les forêts, c'est-à-dire que secondaires. On n'a pas besoin de détruire les forêts parce que le palmier, il pousse de façon naturelle. Dites-nous à quel moment nous, on détruit l'environnement. Le palmier, il ne détruit pas l'environnement. Tout au contraire, ça séquestre le carbone. Ce qui détruit l'environnement, c'est la production de blé, de maïs, de colza, de tournesol. Parce qu'eux, ici, ils ont détruit les forêts. Est-ce qu'ils sont bien placés pour nous parler de l'environnement, de la préservation de la biodiversité? C'est le combat de Donald Trump. Et n'oubliez pas que c'est l'Europe qui est toujours en train de mettre des règlements, de réguler, pour casser les autres économies. La régulation casse l'économie. La régulation casse la créativité. Nous avons gagné le procès. L'huile de palme est incontournable. Même en termes de productivité, à l'hectare, c'est 35 tonnes. Le maïs, le colza, le tournesol, l'olive, c'est combien de tonnes? C'est peanut. Donc il faut très bien comprendre que dans ces enjeux, ce que nous sommes en train de traverser là maintenant, c'est capital. En tant que consommateur, tel que tu as ton mot à dire, tu te dois d'aller consommer l'huile de palme. Tu te dois d'aller consommer le poivre. Et le poivre ici, là, tu dois regarder là où ça vient. Originaire du Cameroun, originaire, c'est-à-dire le poivre produit au Cameroun, le poivre produit en Afrique. Tu dois ouvrir tes yeux pour regarder l'étiquette. Moi qui suis en train de te parler, c'est pour ça que j'ai pris le temps de venir partager depuis 5 ans, depuis pratiquement 5 ans, la traçabilité. Pour te montrer les efforts, toi tu vois les challenges, les difficultés que nous traversons en tant qu'entrepreneur, pour aller créer de la valeur. Il ne serait pas concevable, il ne serait même pas du tout honnête et patriotique pour toi d'aller consommer un poivre produit ailleurs, produit dans un autre pays.
Tout simplement parce que tu vas dire que non, le poivre produit par ton frère camerounais est cher, ou le poivre produit par ton frère africain est cher. Tu dois comprendre que nous sommes dans un monde aujourd'hui où c'est le patriotisme d'abord qui fait. Nous sommes en pleine guerre économique. Quand tu prends ton argent, tu vas donner à une autre économie, tu affaiblis ton pays, tu affaiblis ton continent. Ne dis pas que non, j'ai fait ça et je vais l'enrichir. C'est bullshit. Ton frère qui fait là, ou ta soeur qui est là, c'est un travail. C'est pour ça que je suis allé produire avec le Ndiansang. C'est pour ça que je suis allé produire le Bitako, la Kola Kumunata. C'est pour ça que je valorise ici avec nos cultures vivrières. Parce que présentement, là où nous sommes, le marché tel que de libre-échange, de la mondialisation, de la globalisation, nous ne pouvons pas compétir. Nous n'avons pas les crocs. Il faut avoir des dents comme ça, pointues comme ça, pour aller affronter le marché mondial. Nous ne sommes pas préparés. Le marché mondial, c'est-à-dire que ce système-là, c'est-à-dire que c'est un système qui désavantage toujours, c'est-à-dire que les pays pauvres. Depuis qu'on parle là, je voudrais que tu me répondes dans les commentaires. Depuis qu'on parle, est-ce qu'on a cité une seule fois l'Afrique? Tu as vu que c'est les Américains, c'est les Européens, c'est les Asiatiques qui sont en train de faire. Depuis là, est-ce qu'on cite l'Afrique? L'Afrique est toujours laissée compte. Est-ce que nos dirigeants sont en train de parler? Quelles sont les stratégies que nos dirigeants sont en train de mettre en place? Tu verras qu'il n'y a pas de stratégie. Parce que dans cette guerre commerciale, ou dans cette guerre de productivité où je te parle à chaque fois, l'élément qu'il faut toujours, c'est l'énergie. C'est les matières premières. Où est-ce qu'ils viennent puiser ça? Ils viennent toujours puiser ça en Afrique. Le cacao, le café, le bois, l'EVA, le coton, l'huile de palme, les arachides, les ceci. Ils nous font toujours produire les cultures sur lesquelles nous n'avons pas le contrôle pour faire tourner leur industrie. Ils viendront par les matières premières quoi? L'uranium, le pétrole, le gaz, le zinc, le cuivre, l'étain, le coltan, les terres rares, pour faire tourner encore quoi? Toujours l'industrie de la productivité. Donc il faut comprendre ici que ce n'est pas une histoire qui commence d'aujourd'hui. Même le Japon, que l'Amérique taxe aujourd'hui à 34%. Le Japon aussi fut une première puissance économique. La guerre qui est aujourd'hui entre la Chine et les États-Unis, cette guerre-là aussi dans le XXe siècle, c'était avec le Japon. Le Japon était aussi une puissance militaire. Quand elle a basculé, qu'elle veut aussi attaquer l'économie, elle a commencé à attaquer l'économie. Mais sous la protection des États-Unis aussi, il faut comprendre que ce protectionnisme-là, c'est celui qui écrit les lois. C'est celui qui est puissant qui dicte la loi. L'Amérique a couvert le Japon. Si le Japon est la puissance économique aujourd'hui, c'est parce que l'Amérique a couvert sur le domaine automobile. L'Allemagne dominait, c'est-à-dire que sur le domaine automobile, avec les marques Mercedes. Mais le Japon a fait quoi? Le Japon avait mis au moins 400% de protectionnisme, 400% des tarifs douaniers pour les marques Mercedes. Mais l'Amérique a fait quoi? L'Amérique a fermé les yeux et la bouche. Et ça a duré comme ça. Tu vois que, et qui a empathie? C'est l'Allemagne et c'est la marque Mercedes. Qui a profité? C'est les Japonais. Ils ont profité pour pouvoir produire. Non, autant que moi, je parle de la Corée du Sud aussi. La Corée du Sud. La Corée du Sud a profité pour fabriquer en masse, développer leurs voitures en interne. En interne. Et quand ils sont ouverts, ils ont dominé le monde. Pareil pour le Japon. Il y a du protectionnisme. Et dans un cas, on ferme les yeux, dans d'autres, on ouvre les yeux. Dans ce monde, est-ce que nous, on peut alors? C'est pour ça que je vous dis que nous, on ne peut pas aujourd'hui aller compétir. On se doit de fermer, c'est-à-dire que d'abord nos frontières, donner la force à nos capitaines d'industrie. Pourquoi M. Aliko Dangote souffre aujourd'hui? Comment tu peux expliquer que M. Aliko Dangote, l'homme noir le plus riche du monde, l'Africain le plus riche d'Afrique, va monter une industrie telle que de raffinerie? Et il a tous les problèmes du monde. Déjà, avec son propre gouvernement, comment tu peux expliquer ça? C'est parce qu'il y a des contingences qu'on ne nous dit pas. C'est parce qu'il y a des rapports de force venus de l'extérieur, venus même par certains gouvernements, venus même par certaines grandes entreprises, et venus même par ton pays même. Ah oui, monsieur,
Quand on est entrepreneur, attention, hein, quand on est à la dimension d'Aliko Dangote, on a une menace même déjà pour son pays. Oui, on a une menace pour son pays parce que M. Aliko Dangote peut déstabiliser, c'est-à-dire que les dirigeants politiques de son pays. M. Aliko Dangote, oui, monsieur, il est tellement puissant qu'il peut faire retourner l'opinion publique de son pays. On l'a vu, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, les hommes d'affaires, c'est-à-dire sont eux qui font et défendent les lois. Avec Obama, c'est-à-dire que Obama, quand il a voulu monter, c'est prendre monter la politique sur le plan social. C'est deux frères, deux multimilliardaires américains qui ont fait la contre-campagne contre Obama. Et ont fait des campagnes et ont fait mener des campagnes et véhiculer des informations, c'est-à-dire que des mauvaises informations, c'est-à-dire que sur la politique d'Obama. Et ça a retourné l'opinion publique américaine. Donc, les hommes d'affaires, les multimilliardaires, sont des menaces. Les hommes d'affaires aussi, c'est-à-dire qu'entre multinationales, entre entreprises aussi, il y a les rapports de force. Et entre quelques personnes, il y a des rapports de force sur le plan commercial. La maman qui vend sa tomate en bordure de route, quand une autre femme aussi vient vendre à côté la tomate, il y a quoi? Il y a les rapports de force, il y a des tensions. Chez nous au pays, même, on va même dire jusqu'à ce qu'on va voir les marabouts. Est-ce que vous savez ça? Dans nos marchés, est-ce que vous savez qu'il y a des femmes et des hommes qui vont voir les marabouts pour marabouter, c'est-à-dire que leur voisin ou leur voisine pour qu'ils ne vendent pas? C'est ça les rapports de force. C'est ça les rapports de force. Donc c'est dans ce monde que nous sommes. Et dans ce monde-là, en tant que consommateur, en tant qu'homme d'affaires ou en tant qu'entrepreneur, on se doit, c'est-à-dire que d'avoir cette fibre aujourd'hui patriotique. Que quand tu vas faire un business, tu te dois de te rassurer que ce business-là, ça rapporte à ton pays, qu'il y a un ruissellement vers le bas. Qu'en tant que consommateur aussi, tu dois te rassurer que ce que tu consommes, ça donne la force à la production économique de ton pays. C'est là où nous en sommes. Tu vois, les Européens sont déjà en train de mettre ça en place. D'autres économies sont en train de... La Chine aussi a mis ses taxes. Eh bien, nous sommes partis là, nous sommes mal barrés. Ton argent là aujourd'hui, où est-ce que tu vas mettre ton argent? C'est pour ça que je te dis à chaque fois que l'argent n'a de valeur que ce que ça peut acheter. Avec l'inflation, tu vas acheter quoi? Où est-ce que tu vas aller planquer? Parce que ça va perdre de la valeur. Donc tu dois aller entreprendre maintenant dans les valeurs réelles. Entreprendre dans les valeurs réelles. Viens investir dans le poivre. Entreprendre dans le poivre. Entreprendre dans le butacola. Entreprendre dans le jansa. Mets dans le manioc. Et tu passes à la phase de transformation. Tu apportes de la valeur. En consommant, c'est-à-dire que le manioc, on n'est pas en confrontation directe. En diversifiant, c'est-à-dire que nos cultures, on n'est pas dépendant du blé, du maïs, du soja. Parce qu'eux, ils produisent ça là-bas en masse pour venir nous faire du dumping. Et quand nous, on va aller produire le maïs, le blé, ben, on ne pourra pas compétir avec eux. Parce que dans cette politique de libre-échange, il y a des normes qu'ils ont placées, il y a des quotas. Tu vas entendre que l'Union européenne ne prend que tel nombre de quotas. Toi, tu vas aller produire, par exemple, 10 000 tonnes de blé. Et l'Union européenne dit non. Moi, le quota que je prends, c'est 2 tonnes. Les 8 000 tonnes, tu fais quoi avec? Tu vas aller produire 10 000 tonnes de maïs. L'Union européenne dit non. Le maïs en Afrique, je ne prends que 3 tonnes. Les 7 000 tonnes, tu fais quoi avec? C'est du protectionnisme. C'est du protectionnisme. Et il y a du protectionnisme aussi social. Pendant que toi, tu as acheté les machines, tu as acheté tout ça. Mais dans d'autres pays, eux, le coût de la main-d'œuvre est terriblement moins cher. C'est comme ça que l'Allemagne a fait pour dominer aussi l'Europe. Avec le protectionnisme social. Ils ont réduit les salaires. En Allemagne, il n'y a pas de SMIC, donc il n'y a pas de salaire, c'est-à-dire qu'au minimum, on paye comme ça au lance-pierre. Ils ont réduit les salaires. Et en réduisant les salaires, ça a doublé, c'est-à-dire que ça a doublé la production, c'est-à-dire interne de l'Allemagne. Et c'est comme ça qu'ils ont dominé, c'est-à-dire que l'Europe. C'est du protectionnisme, monsieur. Alors que dans d'autres pays en Europe, un pays comme la France, il y a le SMIC. Il y a un salaire minimum. Tu fais comment pour être compétitif? Eux, ils ont baissé les salaires et ils ont poussé les gens à produire plus, à travailler plus. Or que dans d'autres pays,
il y a un minimum que tu ne peux pas dépasser ou sur lequel tu ne peux pas aller plus bas. Mais ça fait quoi? Ça augmente le coût de production. C'est pour ça que les gens cherchent à aller produire là où c'est moins cher. Si tu ne comprends pas ça, mais tu ne vas pas comprendre l'économie. Tu vas seulement aller dire, bon, voilà, moi aussi, je vais aller produire comme les autres. Nous aussi, on doit produire à la mécanisation. Non, on n'a pas la mécanisation. Non, je vais aller acheter des trucs là-bas. Ah non. Maintenant, tu vas aller acheter un iPhone. Tu vois à combien un iPhone va te revenir? Tu vas aller acheter des, je sais pas, les écrans plasma. Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes dans le mode, en mode consommation. Et nous sommes là à penser que en brandissant les objets de consommation, nous sommes riches. Donc nous sommes là, quand tu montres, c'est-à-dire que la voiture, tu montres le téléphone, l'iPhone, tu montres, tu es en train de t'appauvrir. Si tu ne comprends pas ça avec ce qui se passe là, ben je ne sais pas si tu vas comprendre, parce qu'un iPhone aujourd'hui, ça va coûter combien avec l'inflation? Ça va coûter combien? Donc c'est pour te dire que je ne sais pas là où tu veux compter planquer ton argent. Non seulement ton argent, j'espère pour toi que tu as une épargne. Si tu as une épargne, tu gères bien. Mais le gros danger encore, c'est ton travail. Parce que c'est la, tu vois, en Europe, ça va être la catastrophe. Dans le monde, ça va être la catastrophe. Parce que tous ces GAFAM là, si on commence à taxer, et si on commence à démanteler leurs entreprises, leur industrie, ça va être un tsunami pas possible. Ça va être des centaines de milliers d'emplois de perdus, pour ne pas dire des millions d'emplois de perdus. Est-ce que ces personnes sont prêtes? Depuis 5 ans, je pose la question, est-ce que vous êtes prêtes? Est-ce que vous êtes vraiment prêts? Est-ce que vous êtes prêts à ce qui va arriver? Depuis, je ne fais que le dire. Je crois que ici, c'est une idéologie que je partage. Les vidéos risquent de ne pas être très poussées que par cette plateforme. Oui, je subis des sanctions. Mais c'est à vous de faire ça, de mettre le pouce. C'est à vous de vous abonner. Je vois aussi que vous êtes nombreux et nombreuses à suivre, à regarder aussi. Mais vous ne vous abonnez pas. Il faut s'abonner. Vous voyez que, oui, mes propos sont peut-être durs, mais c'est ça le monde, le monde du business. Donald Trump vient aussi dire que c'est bon, enough is enough. Et tu vois aussi que c'est le plus fort qui dicte les lois. C'est parce qu'ils sont la première puissance économique, première puissance militaire, qui peut rechanger les lois qu'eux, ils ont mis en place. Le libre-échange, c'est les États-Unis d'Amérique avec l'Angleterre. Les deux personnages sont Franklin Roosevelt et Winston Churchill. Voilà les deux qui ont implémenté le libre-échange. Les deux premières puissances à l'époque. Et les États-Unis restent la première puissance. Tu vois encore que c'est le plus fort qui vient encore dire hey, non, 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 non. Ces règles de jeu là, avant c'était bien, mais maintenant je change tout. Il n'y a que lui. Et il a dit ça va faire mal. Oui, ça va faire mal. Et comment est-ce qu'il dit, il parle à ses concitoyens? Il dit les gars, le patient était malade. On l'a opéré. Il va avoir un peu mal, mais ça va aller. Oui. La bourse, c'est-à-dire que va dégringoler, c'est-à-dire que ça va tomber, il y aura des chiffres affolants, vous allez perdre vos épargnes, mais au final, c'est pour votre bien. Est-ce que c'est pour le bien de ceux qui investissent en bourse? Non, c'est pour le bien des 40 millions de pauvres. C'est pour le bien de l'Amérique profonde. Lui, il veut revoir les usines, c'est-à-dire que revenir aux États-Unis. Mais ces usines qui vont revenir aux États-Unis, ces industries de l'automobile, est-ce qu'on travaille encore avec la main? C'est les robots qui travaillent dedans. Lui, il pense que les 40 millions vont être à l'usine. Est-ce qu'il a des conseillers? Mais il